Bonsoir, bienvenue à toutes et tous dans ce troisième webinaire autour de l'endométriose et l'adénomiose et si c'était pour la vie, de l'adolescence à la ménopause. C'est un webinaire destiné aux patientes. Avant de vous présenter un peu plus en détail le concept de ce webinaire, je souhaite adresser au nom de tous les participants des petits remerciements pour ces grands moments d'échange. Et mes remerciements vont autour des acteurs clés pour le succès de cet événement. Alors, tout d'abord, le laboratoire Merck, en particulier Charlotte, Camille, Élise, qui ont offert un grand support logistique et organisationnel, mais aussi un rôle très moteur de la mise en place de ce webinaire. Et puis, un énorme merci à Endo-France. On aura l'occasion d'y revenir, mais c'est une véritable association qui lutte et accompagne depuis de nombreuses années les femmes contre les souffrances au rapport avec l'endométriose, avec une grande rigueur et une grande énergie. Je remercie également tous les intervenants, tous investis dans l'accompagnement des patientes avec une endométriose. Alors, tous très occupés, ils sont libérés, ils ont pu se libérer pour ce moment d'échange. Et puis, je remercie évidemment tous les participants, vous toutes, vous tous, vous avez répondu présent en un grand nombre et je suis sûr que cela permettra d'alimenter les discussions et les échanges dans le but d'avancer au mieux sur la prise en charge de l'endométriose. Alors, ce moment d'échange privilégié entre professionnels de santé, associations de patientes et patientes a été conçu autour de 4 webinaires dédiés. Alors, dédiés autour de l'endométriose, que comme vous le savez, c'est une pathologie terrible qui touche 10% des femmes responsables de douleurs, d'altération de la qualité de vie, parfois de difficultés à concevoir. Et impacte la vie des femmes tant dans leur sphère personnelle que professionnelle et sociale. Et ces 4 webinaires, le premier a eu lieu en novembre 2022 autour du diagnostic de l'endométriose. Un deuxième webinaire a eu lieu en mars 2023 autour de la douleur. Et ces webinaires ont eu un grand succès et restent accessibles en replay. Ce troisième webinaire sera centré sur peut permettre l'amplitude temporelle de la présence de cette pathologie qui va de l'adolescence jusqu'à la ménopause et probablement même au-delà. On va en discuter. Alors, un dernier webinaire est prévenu en novembre 2023 autour du désir d'enfant. Alors, avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet autour de ce webinaire, et si c'était pour la vie, de l'adolescence à la ménopause, je vais présenter les différents orateurs, les uns après les autres. Alors, c'est un ordre parfaitement aléatoire. Moi-même, Pietro Santulli, gynécologue obstétricien à l'hôpital Cochin-Port-Royal. Puis, nous avons l'immense chance d'avoir avec nous le professeur Charles Chaperon, qui est le chef de service des départements de l'hôpital dans lequel j'exerce et qui, depuis de nombreuses années, consacre toute son énergie professionnelle sur la lutte et la prise en charge contre l'endométriose. Et puis, le docteur Lorraine Métro-Mantelet, gynécologue médicale, qui exerce de l'unité de médecine de la reproduction à l'hôpital Cochin à Port-Royal. Elle a une grande expertise dans le traitement hormonal de l'adolescence jusqu'à la ménopause. Et puis, le docteur Sabrina D'Acosta, gynécologue médicale, exerçant en cabinet, mais également à l'hôpital Necker, avec une grande spécificité sur la gynécologie pédiatrique, vraiment autour de la période de l'adolescence. Et puis, la présidente d'Endo-France, Yasmine Kondo, pour laquelle on a une énorme estimation. Merci beaucoup, Pietro. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci de votre présence. Merci à nos intervenants. Vous allez voir, il va y avoir vraiment des présentations de qualité. Vous allez pouvoir bien sûr poser des questions et l'objectif, c'est que vous obteniez des réponses. Alors pour cela, vous verrez tout en bas de votre écran, vous avez un onglet Q et R, questions et réponses. Donc vous écrivez votre question. Si elles ne sont pas tout à fait en phase avec le sujet du soir, on vous y répond par écrit. Il y a Cindy qui est là, qui est bénévole chez Endo-France, qui va répondre à toutes vos questions. Et bien sûr, les questions qui seront d'ordre général, on ne peut pas faire de consultation privée comme ça à l'écran, seront mises de côté pour être répondues dans la session questions-réponses qui arrivera après les topos. Voilà. Avant de commencer, je voulais vous présenter un petit clip qui va vous être diffusé tout de suite. Non, mais tu sais, je comprends ta chaîne. Laisse-moi tranquille. L'endométriose peut s'immiscer dans le couple. Vous avez vu, sa belle-sœur, elle a encore pas vu. De toute façon, avec elle, c'est toujours pareil. Et ça, c'est censé être une amie. J'ai mal ici, j'ai mal là, et je fais pas mon travail, et je viens pas à l'école. Laisse tomber, c'est une mytho. Des insultes, des moqueries. Comment comprendre ce qu'on ne voit pas? Elle est encore là, elle. Cette maladie isole. On se sent seule et incomprise. La douleur est tellement forte que Julie ne peut pas aller en cours. L'endométriose, ça nous concerne tous. Continuons ensemble ce combat. Voilà, comme vous l'avez vu, ce clip est très parlant. Il a obtenu le soutien du ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Et il montre surtout combien l'endométriose peut impacter toutes les sphères de la vie, tout le quotidien, et ce, dès l'adolescence. Alors, on dit souvent que l'endométriose, c'est une maladie pour la vie. Et en effet, les premiers symptômes peuvent apparaître dès l'adolescence, mais parfois même perdurer au-delà de la ménopause. Ça ne signifie pas pour autant que l'on ne peut pas vivre au mieux avec sa maladie. Et c'est effectivement ce qu'on va tenter de vous démontrer ce soir. J'invite d'ores et déjà le professeur Chaperon à nous présenter les spécificités et les difficultés du diagnostic chez l'adolescente. Bonsoir, vous avez les diapositives, tout va bien? Tout à fait. Donc, je voudrais remercier d'abord Yasmine et Pietro pour leur gentille introduction et également donc l'association Endo-France et le laboratoire Merck qui nous offrent une opportunité importante d'aborder l'endométriose sous des aspects un petit peu différents de ce qu'on fait classiquement, c'est-à-dire que classiquement, on aborde l'endométriose sur la période de la femme pendant sa vie génitale, focalisée sur la douleur et l'infertilité, et on se rend compte avec les progrès qui sont faits, les travaux qui sont réalisés un petit peu partout dans le monde, qu'effectivement c'est une pathologie qui touche les patientes à tous les âges de leur vie. C'est ce qu'on a appelé un petit peu avec Pietro le concept de l'endométriosis live. Alors ce topo-là pour vous parler plus des problématiques du diagnostic chez l'adolescente, et puis Sabrina vous présentera ensuite la prise en charge. Alors, il est difficile de comprendre l'endométriose sans intégrer la théorie de la régurgitation, c'est-à-dire le reflux du sang menstruel lors donc des règles, avec l'arrivée donc de sang menstruel dans la cavité péritonéale. Et c'est important donc de voir que c'est normal qu'il y ait une relation entre l'adolescence et l'endométriose, puisque la menstruation commence au moment de la ménarge. Et vous voyez donc ici donc sur ce diagramme que dans 67% des cas, c'est-à-dire que si vous interrogez correctement les patientes et vous ne focalisez pas uniquement sur les symptômes qu'elles vous rapportent à 25 ou 30 ans, eh bien les symptômes débutent au niveau donc de l'adolescente dans les 3/4 des cas, avec un nombre de médecins qu'il est nécessaire de consulter qui est d'autant plus important que les symptômes surviennent rapidement. Et donc là, vous voyez également que la durée nécessaire pour faire donc le diagnostic, parce que cette pathologie est méconnue chez l'adolescente, est significativement beaucoup plus importante chez les patientes en période d'adolescente que chez les patientes adultes. Alors, le problème est capable de rattacher une symptomatologie fonctionnelle chez une adolescente à une endométriose.
Et donc, quand on voit l'interrogatoire des patientes avant l'âge de 20 ans, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de patients qui surviennent pendant leurs règles et que 93% des adolescentes rapportent des symptômes douloureux pendant leur menstruation. Mais ça ne veut pas dire que toutes ces patientes qui ont des règles douloureuses à l'adolescente ont de l'endométriose. Et donc, il y a deux types de dysménorrhée, c'est-à-dire de douleurs pendant les règles, c'est-à-dire les douleurs qui surviennent, qu'on appelle les dysménorrhées primaires, au moment de l'adolescente, et les dysménorrhées secondaires chez les patientes un petit peu plus âgées. Et tout le monde s'accorde à reconnaître que la dysménorrhée secondaire est corrélée à l'endométriose avec ses différents phénotypes, soit une endométriose isolée, c'est-à-dire une endométriose sous sa forme superficielle, ovarienne ou profonde, ou associée avec une adénomiose. Et beaucoup plus difficile aujourd'hui est de savoir la relation qu'il y a entre une dysménorrhée primaire, c'est-à-dire qui survient au moment de l'adolescence, et la survenue d'une endométriose. Et donc, il faut essayer de trouver quels sont les paramètres, quels sont les critères qui vont nous permettre de nous orienter pour ne pas retarder le diagnostic. Il y a une étude très intéressante qui a été faite récemment en Australie, qui vous suit à peu près 70 patientes pendant une période de vie de 12 années. Donc, vous voyez que c'est une étude de cohorte relativement importante et qui montre que dans 25% des cas, la dysménorrhée pendant l'adolescence va se résoudre spontanément et qu'il y aura simplement 20% des patientes qui présentent une dysménorrhée primaire qui vont développer ultérieurement une endométriose. Et dans leur publication, il y a deux arguments qui sont significativement corrélés à la survenue à l'âge adulte d'une endométriose. C'est la nécessité d'utiliser une contraception orale pour soulager la patiente et le fait que cette contraception orale ait été efficace pour améliorer la douleur de la patiente. Donc le diagnostic va reposer sur l'interrogatoire dans un premier temps, et la grande difficulté de l'endométriose et l'adolescente est de la définition de l'adolescence. Parce que vous voyez que selon les publications qui sont rapportées, les tranches d'âge ne sont pas du tout les mêmes, entre 12 et 19 ans pour la WHO, et dans une publication plus récente du Lancet, ça va jusqu'à 24 ans. Alors, quand on regarde la fréquence de l'endométriose selon les publications, eh bien, vous voyez qu'il y a une énorme hétérogénéité quant à la fréquence de la maladie, entre 12 et 45%. Et ça tient essentiellement au type de population sur lesquelles vous travaillez. Puisque vous voyez que quand vous analysez le risque d'endométriose chez les adolescentes, chez une population non sélectionnée de patientes, eh bien, vous voyez que les taux sont relativement faibles, entre 12 et 13%. Si par contre, vous prenez des patientes qui vont consulter pour des douleurs sévères, un type essentiellement de dysménorrhée, vous voyez que les pourcentages sont significativement beaucoup plus importants puisqu'ils atteignent entre 39 et 45%. C'est-à-dire qu'il faut être très conscient de regarder la population sur laquelle est faite la publication pour essayer d'évaluer la fréquence de l'endométriose chez l'adolescent. Donc, on a un travail qui aujourd'hui est en cours de publication avec Lorraine Métro et Pietro Santulli, où on a essayé de voir chez des adolescentes, et donc vous voyez qu'on a une population importante de 262 patientes qui ont toutes moins de 24 ans et qui ont consulté à l'hôpital pour une pathologie gynécologique bénigne. Et donc, vous voyez que le pourcentage de patientes qui ont des symptômes douloureux à type de dysménorrhée, de dyspareunie, de douleurs chroniques, de signes urinaires ou digestives sont significativement plus importants chez ces adolescentes qui présentent une endométriose. Et d'autre part, on a remarqué également que l'intensité des symptômes douloureux était significativement plus importante chez les patientes jeunes, moins de 24 ans, qui avaient une endométriose par rapport à la population non endométriosique. On a regardé d'autres paramètres un petit peu plus fins qui sont très intéressants parce qu'ils sont simples à recueillir par l'interrogatoire, notamment l'existence d'antécédents familiaux. Donc, vous voyez que chez les adolescentes, l'existence d'un antécédent familial d'endométriose au premier degré, c'est-à-dire chez la maman ou chez la sœur, eh bien, est significativement plus important. Et le fait, comme dans l'étude australienne, d'avoir utilisé une contraception orale pour soulager la patiente est un argument qui doit nous orienter vers l'endométriose. Les autres paramètres que l'on a retrouvés dans cette étude, c'est l'existence, étant donné l'importance de la symptomatologie fonctionnelle douloureuse,
d'un absentéisme pendant l'école, entre 15 et 20 ans. Ce n'est pas normal qu'une jeune femme qui ait ses règles rate l'école ou n'aille pas au sport, etc. D'autre part, il y a donc des pertes de connaissances qui sont significativement plus importantes. Et comme on l'a vu, la prescription de contraception orale significativement plus importante pour soulager la dysménorrhée primaire, avec une durée de prescription qui est beaucoup plus importante. Donc, vous voyez que tout ça sont des éléments relativement simples à partir du moment où on les connaît pour interroger les patientes et nous orienter vers leur endométriose. Un élément également qui est très intéressant et très facile à reconnaître par l'interrogatoire, c'est le fait de demander à la patiente si les antalgiques habituels que l'on prescrit, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, vont soulager ou pas l'endométriose. Et vous aurez significativement plus d'endométriose chez les patientes qui ne réagissent pas aux antalgiques habituels. Un élément important sur le plan sémiologique à rechercher, c'est que classiquement, chez la patiente adulte, l'endométriose est très fréquemment rythmée avec une douleur qui survient avec une périodicité donc menstruelle, et vous voyez que cet élément-là n'est retrouvé que dans la moitié des cas chez les adolescentes et que dans 50% des cas, la douleur peut être à la fois rythmée par le rythme menstruel et une douleur plutôt de type chronique. Donc ça peut nous induire un petit peu en erreur. Ce n'est pas parce qu'une jeune femme a une douleur chronique qu'elle n'a pas d'endométriose. Les éléments qui peuvent vous orienter également, c'est d'interroger les patientes sur les signes associés à la dysménorrhée, essentiellement des signes digestifs ou des signes urinaires à recrudescence périmenstruelle. Et sans rentrer dans des détails, il y a plusieurs arguments sur le plan scientifique qui montrent qu'il y a une participation immunologique à la physiopathologie de l'endométriose. Et donc, c'est des jeunes patientes aussi qui ont une association anormalement fréquente avec des maladies auto-immunes comme le lupus, comme les migraines, comme les fibromyalgies, les cystites interstitielles. Donc, quand vous avez une difficulté à rattacher la douleur à une pathologie, eh bien, posez-vous la question de savoir si ces patientes n'ont pas des comorbidités associées. Et ça, ce sera très en faveur d'une endométriose sous-jacente. Donc, finalement, le questionnaire est quelque chose qui est excessivement donc important. C'est très simple, c'est pas cher. Il suffit de poser les bonnes questions et vous aurez les bonnes informations. Et en posant les bonnes questions, vous allez pouvoir sélectionner parmi les adolescentes, en posant finalement une dizaine de questions, quelles sont celles qui sont à risque d'avoir une endométriose. Et la véritable révolution ces dernières années, c'est les progrès qu'on a observés en matière d'imagerie, essentiellement l'échographie par voie transvaginale. Dans le cas spécifique de ces jeunes patientes adolescentes qui peuvent être vierges, à ce moment-là, vous ferez des résonances magnétiques nucléaires et vous allez donc diagnostiquer non seulement le phénotype de l'endométriose, mais vous allez pouvoir avoir la cartographie des lésions, c'est-à-dire de savoir s'il y a simplement un endométriome ovarien isolé ou s'il est associé à des lésions d'endométriose profonde. Et je pense que c'est un élément très important, on reviendra dans la discussion, savoir si oui ou non, il existe une adénomiose associée avec ces différents phénotypes, essentiellement les formes diffuses et focalisées. Donc, vous voyez que si vous posez les bonnes questions et si vous vous orientez vers un radiologue compétent en matière d'endométriose, vous allez pouvoir raccourcir considérablement le délai diagnostic des patientes pour les adolescentes pour une endométriose. Donc, vous voyez que récemment, il y a 3 publications qui sont intéressées à l'évaluation de l'endométriose chez les adolescents. Donc, c'est le début de la recherche dans ce domaine-là. Il n'y a pas beaucoup de publications. La publication de Martyr a été faite en Italie. Notre publication avec Pietro et Lorraine et Madame Millicher, qui est un de nos radiologues à l'hôpital Cochin, et l'équipe de Michael Müller, donc, en Suisse. Eh bien, vous voyez que ce qui est intéressant donc, de voir, c'est que non seulement dans ces publications vont toutes à peu près dans la même direction, c'est-à-dire que non seulement l'endométriose existe chez les patientes qui sont jeunes, adolescentes, moins de 20-22 ans, et que surtout on peut trouver des formes relativement sévères de cette endométriose, ce qui pose des problèmes sur la prise en charge, puisque vous voyez les populations, les pourcentages ne sont pas les mêmes parce que les études sur lesquelles ont été faites la population, c'est ce qu'on disait au début de notre exposé, ne sont pas les mêmes, mais vous voyez que des jeunes patients de moins de 20 ans peuvent non seulement avoir des endométriomes, ce qui pose des problèmes pour leur fertilité ultérieure, savoir si oui ou non il faut leur faire une préservation de la fertilité, et d'autre part, vous avez également
la possibilité d'avoir des lésions d'endométriose profondes, importantes, c'est-à-dire qui vont peut-être nécessiter des interventions chirurgicales qui peuvent être lourdes de conséquences, avec des risques non négligeables de complications, même si vous avez recours à une équipe chirurgicale compétente. Et l'autre élément qui est important dans ces 3 études, et finalement, vous voyez que là aussi, l'orientation donc est la même, c'est que c'est chez jeunes patients qui, globalement, ont moins de 20-22 ans, eh bien, vous avez un nombre non négligeable, en fonction de la population qui est sélectionnée, celle sur laquelle a été faite l'étude, d'une adénomiose utérine. Or, l'adénomiose utérine, non seulement elle va impacter la fertilité, elle va être responsable d'une symptomatologie douloureuse, mais elle va aussi entraîner donc des hémorragies. Donc, non seulement l'endométriose est présente chez les adolescentes, mais l'adénomiose aussi. Et ça, c'est grâce à l'imagerie qu'on est capable de le savoir aujourd'hui. Donc, pour conclure, quels sont les messages que l'on peut retenir? C'est que non seulement l'endométriose n'est pas rare chez l'adolescente, mais même les formes, on ne peut pas résumer l'endométriose de l'adolescente à l'endométriose superficielle, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des endométriomes, il y a des endométrioses profondes, d'où la nécessité de cet interrogatoire. Et on a vu que finalement, avec quelques questions bien orientées, vous pouvez décider de faire une radiologie spécialisée, d'où la collaboration indispensable avec des radiologues. Et ne pas oublier, je pense que ça va être un sujet majeur dans les années à venir, du diagnostic de l'adénomiose chez les adolescents. Donc, le diagnostic repose sur une collaboration entre les gynécologues et les radiologues. Et vous voyez que cette prise en charge est absolument donc nécessaire, puisqu'il y a un impact excessivement important quand vous regardez les scores donc de bien-être, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan de la qualité de vie mentale. L'endométriose affecte considérablement la vie de ces adolescentes, de leur sexualité, et donc avec un retentissement sur leur vie quotidienne qui est majeur. Et très récemment, cette dernière étude que je vous présente, on a parlé de la central sensitization, c'est-à-dire c'est l'impact au niveau du système nerveux central de la douleur chronique. Et pour le moment, cet élément a été essentiellement pris en considération pour les patientes adultes. Et aujourd'hui, il y a des travaux qui montrent effectivement que même chez des patientes jeunes qui vont subir, alors que le cerveau est en cours donc de maturation, il va y avoir un impact, une chronicisation et la possibilité du développement d'une central sensitization chez les jeunes patients. Donc, c'est un problème clinique qui est excessivement difficile donc pour nous, parce qu'il y a des variantes qu'on n'explique pas complètement aujourd'hui entre la présentation clinique chez les adultes et chez les adolescentes. Il faut savoir qu'on est dans une période de transition et de maturation du système nerveux central, donc il faut prévenir l'impact de la douleur chronique chez les jeunes patientes pour éviter la survenue d'une central sensitization. Et l'objectif de ce webinaire et de notre pratique quotidienne surtout, c'est de réduire le délai diagnostic de ces patientes pour pouvoir donc améliorer leur qualité de vie, c'est-à-dire donc court-circuiter l'effet négatif sur leur qualité de vie, éviter cet impact sur le système nerveux central. Est-ce qu'on aura un impact sur la progression de la maladie? Ça, à mon avis, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'aujourd'hui, il est difficile de savoir si l'endométriose est véritablement une maladie progressive. Et puis d'autre part, travailler aussi dans les années à venir sur l'impact sur la fertilité de ces patientes et quelle doit être la place de la préservation de la fertilité quand on diagnostique chez une jeune patiente une endométriose, a fortiori si elle a une atteinte ovarienne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Chaperon, pour cette remarquable présentation introductive autour de l'endométriose de l'adolescent. On a décidé de consacrer une grande partie de temps aux questions après la deuxième présentation qui va être plus centrée autour des stratégies thérapeutiques à l'adolescence. Et pour cela, c'est le docteur Sabrina D'Acosta qui va nous donner les clés et les principes. Est-ce que tout le monde voit mon écran? C'est bon? Ouais, c'est parfait, ça.
Oui, alors merci à Pietro et à Yasmine pour cette invitation et merci à Endo-France et Merck pour l'organisation de ces événements. Donc, en effet, moi, on m'a demandé de parler plus de la partie traitement de l'endométriose chez l'adolescente. Il est vrai que, comme le disait le professeur Chaperon, dans les études, on a énormément de littérature en fait, qui concerne la femme adulte et il y a beaucoup moins de données en fait, centrées sur l'adolescente, mais il commence à y en avoir parce qu'en effet, depuis quelques années maintenant, on s'intéresse plus particulièrement à cette tranche d'âge finalement qu'on pensait initialement un peu loin de l'endométriose. L'objectif du traitement, ça va clairement être de soulager les patientes de leurs symptômes et d'améliorer leur qualité de vie. Le professeur Chaperon vous a parlé un petit peu de la problématique de l'absentéisme scolaire et en effet, c'est quelque chose que nous, on observe très régulièrement dans nos consultations et il est évident qu'il est inenvisageable pour nous et ça va clairement être un objectif de nos traitements, de permettre aux adolescentes de récupérer en fait une vie la plus normale possible, de ne pas renoncer à leur scolarité, de ne pas renoncer à leurs activités du quotidien. Et ça va être quelque chose qui va être très important dans l'évaluation de l'efficacité de nos traitements. L'histoire de ralentir l'évolution de la maladie, d'éviter le développement d'éventuelles lésions. En effet, comme le disait là encore le professeur Chaperon, c'est plus compliqué. On n'a pas d'études qui nous permettent de répondre à cette question et c'est clairement pas forcément, enfin, c'est pas un objectif premier. L'objectif, ce sera clairement d'améliorer la qualité de vie de nos patients. Il existe donc des recommandations de bonnes pratiques sur la prise en charge de l'endométriose qui ont été publiées en 2017 et je m'appuie assez largement sur ces recommandations. Le principe du traitement, c'est, et je pense que les patientes qui sont suivies, c'est clairement le traitement médical et ça va très vite se baser sur les différents traitements hormonaux qui existent. L'objectif, donc, c'est pas de guérir de l'endométriose, mais de soulager la patiente, d'améliorer sa qualité de vie, de diminuer la consommation d'antalgiques et de lui permettre d'avoir la vie la plus normale possible. Le principe donc, de ces traitements, ça va être d'utiliser les contraceptions dites œstroprogestatives ou microprogestatives en première intention. Je ne peux pas tout détailler. L'objectif, c'est que il y a un temps de consultation qui est dédié à l'interrogatoire. On va vérifier les éventuelles contre-indications à tel ou tel traitement. On va s'intéresser aussi de manière un peu plus large à l'abondance des règles, enfin à d'autres problématiques plus larges pour essayer de proposer le traitement qui conviendra le mieux à chaque patiente. Et c'est quelque chose de très personnel. Et ça, c'est hyper important parce que ce qui convient à la copine ne conviendra pas forcément à nous, la patiente qu'on a en face de nous. Voilà, donc il faut suivre les règles de bonne pratique et il faut être à l'écoute des patientes pour proposer quelque chose d'individuel. En cas d'échec, il sera recommandé d'adresser la patiente dans un centre spécialisé. Les recommandations le proposent et c'est quelque chose d'assez important pour qu'on puisse un petit peu cibler puis proposer une prise en charge un peu multidisciplinaire. Il faut savoir que dans les différents traitements hormonaux, il n'y a pas de données de supériorité entre les différents traitements. Parfois, c'est difficile de trouver la balance entre l'efficacité et la tolérance. Et c'est pour ça que c'est important de faire du cas par cas. Et il faut savoir qu'on a de très nombreuses possibilités dans les traitements hormonaux et que donc, parfois, on peut mettre du temps, mais il est possible de trouver quelque chose qui convienne à chaque patiente. Et alors évidemment, et ça vous le savez, on a la prise en charge ensuite purement de la douleur qui va se passer donc via les antalgiques et les anti-inflammatoires. Il faut savoir que la prescription d'anti-inflammatoires au long cours, elle n'est pas recommandée parce qu'il y a des effets secondaires, notamment gastriques et rénaux, qui peuvent poser problème. Que normalement, donc, le gynécologue ou les médecins qui vous suivent se doivent d'évaluer cette consommation en anti-inflammatoire et d'ailleurs en antalgique pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de surconsommation. Et en cas de surconsommation, c'est qu'il faut probablement réévaluer le traitement hormonal, proposer autre chose. Une prise ponctuelle reste évidemment possible et peut être complémentaire du traitement hormonal. Il peut y avoir des douleurs d'origine neuropathique qui peut demander en fait une prise en charge un peu plus spécifique avec des traitements
plus spécifique, donc de la douleur neuropathique. Et c'est pour ça qu'il peut être important de consulter un spécialiste de la douleur qui, en fait, en vous posant les questions, va permettre en fait de distinguer les différentes origines de la douleur et de cibler avec les traitements les plus adaptés pour telle et telle douleur. Et donc, toujours dans la même idée, c'est de consommer le bon médicament au bon moment et sans avoir de surconsommation de médicaments finalement qui peuvent se révéler être inefficaces et délétères. Là, je vous ai fait une petite partie pour répondre un peu plus aux questions d'inquiétude de la part des jeunes filles, mais aussi parfois de leurs parents sur la prescription précoce et l'utilisation finalement prolongée de ces différents traitements hormonaux. Donc, une des questions qui est souvent posée, c'est la contraception et la fertilité future des jeunes femmes. C'est-à-dire, est-ce que le fait d'utiliser très longtemps une contraception peut compliquer la survenue, l'obtention d'une grossesse spontanée? Et pour ça, on a maintenant des données extrêmement rassurantes, une bibliographie très riche sur le fait que l'inhibition de l'ovulation, c'est l'objectif de ces contraceptions, elle est totalement réversible et c'est une condition d'ailleurs sine qua non à l'obtention des autorisations de mise sur le marché pour la contraception. Et donc, on n'a pas d'effet rapporté sur la fertilité et les grossesses ultérieures. Contraception et poids, c'est, je crois, la première question des adolescentes que je reçois en consultation. Et là encore, on a une bibliographie qui est assez riche, les données sont parfois un peu discordantes, mais en tout cas, il n'y a pas d'argument en faveur d'une prise de poids associée à la prise des différentes contraceptions. Et voilà, on a vraiment une littérature qui est extrêmement riche. Évidemment, à l'échelle individuelle, on peut observer une prise de poids à l'introduction des traitements hormonaux. Il faut se méfier chez les adolescentes parce que souvent, on est amené à prescrire ces traitements-là au moment où la croissance se termine. Donc, en fait, on a le pic de croissance pubertaire qui se termine, on finit sa croissance. Et c'est aussi une période de la vie où, indépendamment de tout traitement hormonal, on peut être amené à prendre un petit peu de poids avec des mécanismes biologiques qui sont bien identifiés. Donc, c'est important de faire un peu la part des choses. La question sur contraception et densité osseuse, c'est quelque chose qui interroge beaucoup les médecins, puisqu'on connaît le lien entre hormones, notamment les œstrogènes, et la densité osseuse. Là, les données dans la littérature sont très discordantes. La minéralisation osseuse dépend de plein de facteurs, ce qui rend ce paramètre très difficile à étudier. La question qui se pose beaucoup chez les adolescentes, c'est que c'est aussi le moment où justement on obtient son pic de masse osseuse, qu'on constitue son os finalement solide, et on a très peu de données sur le retentissement que peuvent avoir ces contraceptions sur la densité osseuse. Maintenant, on a quand même une Cochrane qui montre qu'il n'y a pas d'augmentation des fractures au moment de la ménopause chez les patientes qui ont eu ces contraceptions au long cours, et c'est quand même des grosses cohortes, et c'est vrai qu'on a beau regarder, nous, les paramètres biologiques de l'os et les qualités radiologiques, finalement, si on ne fracture pas à la ménopause, c'est que probablement l'effet est assez mineur et donc les données sont quand même plutôt rassurantes. Contraception et cancer, grande inquiétude aussi. On a de très nombreuses études. Il a été montré une augmentation légère du risque de cancer du sein avec une augmentation du risque à 1,2, ça veut dire qu'on a 1,2 fois plus de risque de faire un cancer du sein si on a pris au long cours une contraception hormonale. On peut le mettre en balance avec le fait qu'il y a plutôt une diminution du risque et qui a aussi été montré pour le cancer de l'endomètre ovaire, certaines hémopathies malignes et le cancer colorectal, et que globalement, il n'y a pas d'augmentation de l'incidence et de la mortalité par cancer chez les femmes qui ont pris une contraception hormonale. Et on a même des études pour la mortalité toute cause et qui sont aussi extrêmement rassurantes. Si on regarde en fait des grandes populations qui ont pris des contraceptions hormonales versus des populations qui ne l'ont pas pris, il n'y a pas plus de surmortalité et on n'a pas l'air de vivre plus longtemps et dans de moins bonnes conditions. On vit aussi longtemps et en aussi bonne santé dans les deux groupes. L'autre question qui se pose beaucoup, parce que c'est beaucoup dans les réseaux sociaux, c'est le retentissement de ces contraceptions sur le moral, sur les émotions. Et donc, en fait, on a quelques études, et notamment, il y a une étude récente qui a évalué en fait, la dépression chez les patientes qui prennent en fait une contraception. C'est une étude danoise avec plus d'1 million de femmes. Et on a quand même l'impression qu'il y a un sur-risque de faire une dépression, en tout cas d'une introduction d'un traitement pour dépression dans l'année qui suit la prescription en fait, de ces traitements hormonaux. Évidemment, c'est quand même à mettre en balance, notamment chez les patientes pour lesquelles, chez qui nous on prescrit la contraception pour une endométriose, pour lesquelles la douleur, et notamment la douleur chronique et l'installation de ces douleurs, peut aussi avoir un retentissement sur le moral.
Donc, la seule chose qui est importante, c'est que c'est possible. Il faut en parler avec le gynécologue et on peut changer de traitement hormonal, on peut changer le climat hormonal et trouver en fait quelque chose qui n'aura pas cet impact si vous l'observez en tout cas avec la pilule qui vous a été proposée. Dans la prise en charge des patientes que l'on suit pour douleur au moment des règles et pour l'installation d'une douleur un peu chronique, on a essayé, en fait, il y a pas mal d'équipes qui se sont intéressées à une vision plus large pour sortir de l'aspect purement médical et proposer quelque chose de différent. Et il y a des choses qui ont montré une amélioration en termes de qualité de vie. Ça a été l'acupuncture, l'ostéopathie et le yoga. Il existe de nombreuses autres thérapeutiques non médicamenteuses. Je pense que tous les médecins qui sont ici connectés connaissent des patients qui ont testé des choses que nous, on ne connaît pas forcément, pour lesquelles on ne maîtrise pas, mais qui obtiennent un bénéfice sur leur qualité de vie, sur les douleurs. Et c'est des choses qu'il ne faut pas hésiter à tester. Et chacun va trouver, en fait, va aller puiser dans ces différentes techniques des ressources pour elle-même. Et si ça fonctionne pour vous, c'est que ça fonctionne. Il faut y aller, il faut continuer. Et la seule chose, c'est que c'est des choses qu'il faut parfois savoir utiliser au long cours et pas seulement ponctuellement. Et en effet, ça alourdit parfois la prise en charge pour les adolescentes qui en fait, aimeraient simplement récupérer une vie normale et ne pas aller consulter en permanence des médecins, des acupuncteurs, des chirurgiens, des spécialistes de la fertilité, etc. Mais il y a un réel bénéfice et il y a des études qui le montrent. En termes de surveillance, donc le suivi des patientes pour endométriose, chez qui on aura donc proposé un traitement hormonal, des traitements antalgiques, ça sera une évaluation surtout clinique de l'efficacité des traitements, mais aussi de la tolérance. Donc pour l'efficacité, souvent on va utiliser les échelles d'intensité de la douleur pour essayer de voir si avant et après nos traitements, est-ce qu'il y a une amélioration. On a aussi donc des échelles de qualité de vie, dont d'ailleurs a parlé le professeur Chaperon, qui sont aussi utilisables pour essayer d'évaluer l'efficacité de nos traitements. L'évaluation de la tolérance, et c'est important, il faut aussi être à l'écoute des problématiques à l'introduction des différents traitements hormonaux et savoir proposer d'autres traitements pour améliorer la tolérance. Évaluer les besoins, notamment la question de la contraception. Est-ce qu'il y a besoin d'une contraception, pas besoin d'une contraception, et être à l'écoute de la demande et du besoin des patientes. Pour les patientes qui sont avec des traitements œstroprogestatifs, on a la surveillance du cholestérol, notamment sous contraception. Ça se fait 3 à 6 mois après avoir démarré les traitements œstroprogestatifs. Si ce bilan est normal, la prise de sang suivante, elle est 5 ans plus tard. Et actuellement, il n'est pas recommandé de faire un suivi par imagerie des patientes traitées pour une endométriose si elles sont asymptomatiques, en tout cas si notre traitement est efficace. Et voilà, donc en conclusion, le traitement médical de l'endométriose, c'est vraiment le traitement de première intention. Il y a de très nombreuses lignes thérapeutiques. Il faut vraiment discuter avec votre médecin de ce qui fonctionne, des douleurs qui résistent, et on essaiera toujours d'adapter. C'est souvent une prise en charge multidisciplinaire. On peut avoir besoin d'impliquer les chirurgiens, on peut avoir besoin d'impliquer les spécialistes de la douleur, et parfois d'essayer des techniques telles que l'acupuncture, telles que l'ostéopathie, etc. Le traitement médical, il est le plus souvent efficace et on obtient une qualité de vie, on arrive à être moins douloureuse. Mais c'est quelque chose de chronique et il faut parfois savoir changer de traitement. Ce qui fonctionne un temps peut ne plus fonctionner au bout de quelques années. Et c'est toute l'importance du suivi qu'on vous propose au long cours. Et je vous remercie. Un grand merci Sabrina pour cette présentation fort intéressante. Alors, on va maintenant pouvoir répondre à quelques questions. Certaines ont dû vous être répondues directement et puis il y en a certaines qui sont arrivées dans le chat. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, je regarde les questions. Ah oui, est-ce que les lésions peuvent diminuer, notamment en prenant des traitements hormonaux? Qui veut répondre? Je ne sais pas, je vais commencer, Sabrina pourra compléter. Ce qu'il y a de certain, c'est ce qu'a dit Sabrina, c'est qu'on ne fait pas un traitement curatif. Le but est de soulager donc les patientes. Par exemple, il y a plusieurs papiers qui ont montré, notamment sur les endométriomes ovariens, c'est-à-dire les kystes endométriosiques, qu'on pouvait avoir non seulement une amélioration sur le plan de la symptomatologie fonctionnelle en bloquant la menstruation, mais avoir des diminutions qui pouvaient être très significatives quant à la taille des kystes ovariens. Alors, peut-être
Oui. Comme on parle d'évolution, on peut enchaîner sur une autre question qui concerne aussi l'évolution et qui est plus générale, Monsieur Chaperon et Sabrina. Est-ce que l'endométriose est-elle évolutive? Et puis, voilà, dans quel sens cette évolution se constate? Est-ce que ça augmente ou est-ce qu'il y a des lésions qui disparaissent? Je ne sais pas si Sabina veut dire un mot ou vous voulez que C'est une question compliquée. La littérature ne donne pas de réponse claire sur ce point, ne serait-ce que sur le caractère évolutif. Est-ce que c'est quelque chose… Alors, on a tous dans nos cohortes des patientes pour lesquelles on arrive à observer une certaine évolutivité des lésions. Mais il existe des patientes pour lesquelles il n'y a pas de traitement et ça n'évolue pas. On a des patientes avec traitement pour lesquelles il y a quand même une évolution. Donc, c'est une question qui est relativement complexe. Actuellement, et c'est ce que je vous ai dit, ce qui a été retenu par les sociétés savantes, c'est que on ne surveille pas par IRM, surtout si les patientes finalement sont soulagées. Et parce que finalement, c'est l'objectif, c'est-à-dire que nous, on reste quand même dans l'idée qu'on n'est pas dans une maladie pour laquelle on peut guérir. Et donc, on est plutôt dans l'idée de soulager les patientes parce que c'est une maladie finalement qui n'est pas… comment dire, c'est pas quelque chose de malin, c'est-à-dire qu'on peut vivre avec, le plus important étant d'avoir une qualité de vie, de ne pas avoir mal, de ne pas souffrir de cette pathologie. Donc le traitement en fait va pas forcément viser. Après, il existe des protocoles de recherche où en tout cas on essaye nous de regarder s'il y a un caractère évolutif ou pas, mais dans notre pratique du quotidien, c'est pas quelque chose qu'on va forcément regarder et rechercher. On va plutôt se baser sur la clinique que sur l'imagerie, si ça répond à la question. Oui, moi j'irais dans le sens de ce que dit Sabrina, c'est le maître mot en fait de ce qu'elle souligne, c'est que c'est une maladie qui est très hétérogène. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une maladie qui est hormonodépendante. Chaque femme a ses propres récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone. Il y a des résistances à la progestérone. Donc, il y a des patientes, que vous pouvez bourrer de traitements hormonaux. Ça ne marchera jamais parce que ce n'est pas compatible avec le traitement. Et celles-là relèveront peut-être plus donc, de la chirurgie. Mais je crois qu'il faut être convaincu que sous le terme générique d'endométriose, il y a différents types de maladies, à la fois sur le type des lésions, superficielles, profondes, ovariennes, et à la fois sur le plan donc, de la plus scientifique, sur le plan donc, des récepteurs. Mais globalement, quand même, les traitements hormonaux ont plutôt tendance à ce qui a été dit par Sabrina, à soulager les patientes. Alors, est-ce que ça évolue ou est-ce que ça évolue pas? Personne n'en sait véritablement rien, mais il y a quand même des publications qui montrent que sous certains traitements, ça peut diminuer. Et puis, il y a quand même un traitement hormonal physiologique qui s'appelle la grossesse, où il y a eu des études qui ont été faites, où on a comparé des lésions avant et après la grossesse. Et pendant la grossesse, il y a un profil hormonal qui est tout à fait différent et qui inverse la balance entre les œstrogènes et la progestérone en faveur de la progestérone. Et quand on compare les imageries avant et après la grossesse, il y a plutôt donc une diminution. Donc, je pense que si on peut donner un argument dans un sens, ça n'enlèvera jamais totalement donc, les lésions. Mais donc, les traitements hormonaux ont tendance quand même plutôt, certainement à soulager les patients. Et s'ils agissent dans un sens sur le plan anatomique, ils vont contribuer à diminuer plus ou moins la taille des lésions, des kystes, voire même des nodules. On a montré ça quand même chez les patientes après la grossesse. Et alors, il y a une question intéressante aussi sur l'hérédité de l'endométriose. Est-ce que c'est forcément héréditaire? Alors, l'hérédité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un gène de l'endométriose. On l'aurait déjà trouvé. Hein. Ce sont des maladies qui sont d'origine multifactorielle. Il y a une composante génétique, c'est certain, mais c'est comme l'hypertension artérielle, c'est comme le diabète. Et puis, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a plein de paramètres qui interviennent, immunologiques, peut-être des polluants, peut-être des perturbateurs endocriniens, etc. Mais c'est vrai, et ce d'autant plus que les formes sont sévères, qu'il y a un facteur donc, familial. Donc ça, c'est une question pas très, très compliquée. Quand on a une jeune patiente qui vient pour donc, des dysménorrhées qui résistent aux antalgiques habituels, de lui demander si sa maman a eu une endométriose ou si sa sœur en a une. Ce n'est pas la peine d'aller faire une enquête génétique sur 4 générations. Les enquêtes au premier degré sont très informatives. Très bien. Alors, il y a aussi une question d'une
participante qui s'interroge sur comment on pourrait expliquer le fait qu'il y a plus d'adolescentes que de femmes adultes atteintes d'endométriose. Et puis, la question s'enchaîne sur est-ce que la maladie, comme on la découvre plus souvent à l'adolescence, et qu'il y en a peut-être plus à l'adolescence, est-ce qu'on voit plus de malades aujourd'hui que peut-être il y a 50 ans, il y a 100 ans? Est-ce que l'incidence est plus importante aujourd'hui qu'avant? Je pense que c'est une question à laquelle on va avoir du mal à répondre. Là, maintenant, c'est surtout qu'on la cherche et que quand on cherche, on trouve. Quand on ne cherche pas, on trouve moins. Il y a plusieurs facteurs à ça. En effet, la connaissance par les différents professionnels de santé de ce diagnostic d'endométriose. Historiquement parlant, il y avait quand même l'idée que ça n'existait peut-être pas chez les adolescentes qui avaient plutôt la dysménorrhée primaire et donc quand on a commencé à s'y intéresser chez la femme adulte, on ne s'est pas tout de suite concentré sur la population adolescente et c'est vrai que maintenant qu'on interroge beaucoup plus précisément les adolescentes et qu'on se pose cette question-là, on prescrit des examens et qu'en prescrivant des examens, on découvre des endométrioses chez les adolescentes et parfois les très jeunes adolescentes. Pour moi, je pense que c'est ce qui explique en partie le fait qu'il y a probablement là un petit pic d'incidence de l'endométriose chez les adolescentes. Je ne suis pas certaine que ce soit quelque chose de physiopathologiquement réel. Je pense que c'est plutôt le fait que maintenant, on cherche et quand on cherche, en effet, on en trouve. Je suis sûr que ce que dit Sabrina, c'est tout à fait vrai. Il y a peut-être aussi quelque chose quand même qui intervient sur le mode de vie des gens aujourd'hui. Peut-être aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes ont moins d'enfants, les femmes font des enfants plus tard, et donc si elles ne prennent pas de contraception, eh bien, elles vont avoir plus de menstruation, et comme c'est difficile d'expliquer l'endométriose sans tenir compte de la menstruation, peut-être que ça peut aussi expliquer un petit peu ces résultats. Mais je crois que le vrai problème, c'est ce que vous avez dit, c'est que comme on connaît un petit peu mieux donc la pathologie, comme maintenant on sait que c'est lié à la menstruation, que la menstruation arrive avec la puberté, on interroge les jeunes patientes, ce qu'on ne faisait pas du tout quand on a commencé notre internat il y a 30 ans. Donc, je ne suis pas convaincu effectivement qu'il y en ait forcément plus qu'avant. On cherche que ce qu'on trouve, c'est exactement ce que vous avez dit. Et puis peut-être qu'il y a un petit impact du mode de vie sur le fait que les gens ont moins d'enfants, enfin les femmes ont moins d'enfants et les font plus tard. Donc potentiellement plus de règles si elles ne prennent pas de contraception en continu. Et c'est vrai que dans notre éducation latine, un petit peu méditerranéenne, ce n'est pas toujours si simple que ça d'imposer aux femmes des traitements continus sans menstruation, ce qui est beaucoup plus facile de faire dans le nord de l'Europe, en Scandinavie, en Allemagne, etc. Il y a quand même un mode de vie qui est un petit peu différent. Donc, il y a peut-être une petite chose de ce côté-là aussi. Alors, il y a plusieurs questions qui arrivent sur l'infertilité et l'adénomiose, l'infertilité et la douleur. Sachez que le prochain webinaire est intitulé justement « Et si je veux un enfant ?» Voilà, donc on va aborder toutes les questions de fertilité, toutes les questions liées à tout ce qui tourne autour de l'adénomiose et la fertilité, l'endométriose et la fertilité. Donc, revenez au mois de novembre, on vous redonnera la date en fin de webinaire et vous aurez toutes les réponses ici. Alors, quel est l'impact de la douleur sur le SNC évoqué par le professeur Chaplin? Le syndrome? Non, je ne sais pas. SNC, je ne sais pas ce qu'on a voulu dire. Sur le système nerveux central. Ah, merci, Pietro. C'est-à-dire que je ne suis pas un grand algologue, mais c'est-à-dire que, pour faire simple, c'est-à-dire que lorsque la douleur n'est pas ou diagnostiquée ou n'est pas soulagée, il y a un impact sur le SNC, c'est-à-dire sur le système nerveux central, qui par différents mécanismes, etc., va entraîner une chronicisation donc, de la douleur, et qu'à ce moment-là, quand Sabrina nous disait qu'il fallait aussi peut-être de temps en temps consulter des algologues, c'est-à-dire qu'on a dépassé la physiopathologie de la simple endométriose et qu'on rentre donc dans des douleurs plus neuropathiques qui nécessitent une prise en charge collatérale à la fois de l'endométriose et de la douleur donc neurologique. Et tout l'objectif
d'un diagnostic précoce et d'éviter, que ce soit d'ailleurs une adolescente ou une adulte, c'est d'arriver dans cette phase de chronicisation parce que c'est terriblement difficile de soulager ces patientes. Et puis, ça veut dire que si on en est arrivé à ce stade-là, c'est que depuis des années, elles souffrent. Donc, on est passé à côté du diagnostic. Pietro, tu avais une question? Alors, il y a une question autour de l'IRM non contributive. C'est-à-dire une patiente qui a une symptomatologie douloureuse réalise une IRM et l'IRM ne trouve pas de lésion. Alors, moi, pour les adolescentes, notamment, je précise toujours quand je prescris l'IRM pelvienne. Donc, c'est comme le disait le professeur Chaplon, ça veut dire qu'on a quand même eu des arguments à l'interrogatoire qui nous faisaient évoquer potentiellement une endométriose. Je leur dis toujours que cette IRM, elle peut être normale, comme elle peut montrer une endométriose. Une IRM normale n'élimine pas une endométriose de manière claire et définitive pour d'ailleurs tout le long de la vie de ces jeunes femmes. Parce que ça, c'est une réalité, enfin en tout cas de ma pratique au quotidien, de cette demande en fait un peu parfois très rapide d'une IRM en se disant bah, on va la faire et puis on va éliminer ce diagnostic pour toujours et puis on aura réglé le problème. Ce n'est pas tout à fait aussi simple. Et une patiente qui a mal et pour laquelle en fait l'IRM ne montre pas encore ou d'ailleurs ne montrera peut-être jamais de lésion d'endométriose, elle doit être entendue et elle doit être soulagée sur le plan de la douleur au même titre qu'une patiente chez qui l'IRM aura montré en fait des lésions d'endométriose. Donc, cette IRM, elle est là, elle permet en effet de faire le diagnostic et c'est important, et je suis d'accord avec le professeur Chaplon sur le fait qu'il ne faut pas créer d'errance diagnostique, mais c'est vrai qu'on peut avoir des gros arguments à l'interrogatoire et nous avoir vraiment en tête cette endométriose et avoir une IRM normale et aujourd'hui, et d'ailleurs les recommandations vont dans ce sens-là, c'est des patientes qui doivent être prises en charge et pour lesquelles on va proposer quasiment les mêmes thérapeutiques que pour une patiente suivie pour endométriose. Et ça, c'est hyper important. Et j'insiste aussi d'ailleurs sur le timing parfois des IRM où les parents et les familles sont très demandeuses de faire cette IRM. Quand on n'a pas d'argument, et chez les plus jeunes, on a maintenant pas mal d'études qui nous montrent qu'on a de fortes chances que cette IRM soit normale sans pouvoir exclure une IRM finalement peut-être trop précoce avec des lésions pas encore visibles, mais qui peuvent le devenir. Et donc, on reste toujours dans l'idée qu'il faudra les soulager, mais éventuellement répéter cet examen d'IRM si finalement le traitement ne fonctionne pas, au bout de 2 à 3 ans. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Sabrina. C'est-à-dire qu'une IRM normale n'élimine pas l'endométriose et je crois qu'il y a une possibilité donc d'avancer comme elle vient de le dire, c'est-à-dire qu'on va essayer de les soulager comme les patientes qui ont l'endométriose et un moyen relativement simple, c'est de prescrire un traitement fortement bloquant de l'ovulation. Ça peut être par exemple une injection d'analogue de la LHRH pendant 3 mois. Et si les douleurs ne sont pas soulagées par cette injection-là, la vraie question à se poser, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes une femme et que vous avez mal que c'est forcément gynécologique, et ce n'est pas parce que c'est gynécologique que c'est forcément de l'endométriose. Et aujourd'hui, on sait aussi, et nous, ça a complètement changé notre pratique quotidienne, que ces femmes, elles ont, de façon anormalement plus fréquente que la population générale, des syndromes du côlon irritable et des vulvodynies. Et donc, c'est très difficile dans l'interrogatoire de faire la part de ces lésions qui peuvent être intriquées donc, à l'endométriose. Et donc, si une femme n'est pas soulagée par un blocage de l'ovulation fort pendant 3 mois, eh bien, rechercher des vulvodynies, des syndromes du côlon irritable, travailler en collaboration avec des médecins qui connaissent bien ces choses-là. Et moi, très modestement, j'ai découvert il y a 4-5 ans, finalement, la vulvodynie et j'envoie les patientes à des gens dont je sais qu'ils connaissent le sujet et on trouve des vulvodynies et c'est pas de l'endométriose et ces femmes-là, c'est sûr que c'est pas simplement en les bourrant d'hormones qu'on va régler leurs problèmes. Et la vulvodynie impacte sur la douleur, sur la qualité de vie, sur la sexualité, entraîne une chronicisation. Donc, il y a aussi de l'association à l'endométriose de certaines pathologies, essentiellement le syndrome du côlon irritable et la vulvodynie. Oui, je reviens juste parce que c'est vrai que de temps en temps, moi, je redis aux patientes aussi, c'est avec les traitements hormonaux où parfois leur objectif à elles, c'est de plus jamais avoir mal au ventre. Moi, je leur redis quand même assez volontiers que
si on s'interroge tous, là, tous ceux qui sont connectés, qui ou pas d'endométriose, tout le monde, les hommes d'ailleurs qui sont aussi connectés, savent ce que c'est qu'avoir mal au ventre. C'est un diagnostic qui est c'est un symptôme qui est vraiment très fréquent et que tout le monde connaît. Nous, nos traitements hormonaux ne vont avoir un impact que sur les douleurs gynécologiques et pas du tout sur le reste. Donc, en fait, tout le monde peut avoir mal au ventre un jour sans d'ailleurs en comprendre vraiment l'origine et des fois, on ne le trouve pas du tout et se sentir un petit peu mieux quelques heures après, quelques jours après, sans forcément qu'on comprenne ce qui s'est passé. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que les douleurs abdominopelviennes, ce n'est pas toujours gynéco et c'est hyper important de savoir bien interroger les patientes pour faire un peu la part des choses. Mais le zéro douleur abdominopelvienne, c'est pas toujours possible et avoir de temps en temps mal au ventre, c'est quelque chose qu'il faut aussi, qui est une réalité du quotidien pour n'importe lequel d'entre nous. Ça m'amène à une autre question. J'ai tous les symptômes, mais je ne sais pas diagnostiquer comment faire. On va vous présenter une petite vidéo qui va peut-être pouvoir vous aider. Dans le cadre de mon programme de recherche, je suis l'inventeur de l'algorithme DEVA, algorithme destiné à la détection précoce de l'endométriose. Cet algorithme a été construit en partenariat avec l'association Endo-France, le centre hospitalier de Versailles, le CHU de Poitiers et la société Point J. Voici l'algorithme DEVA tel qu'il se présente. Donc il s'agit d'un algorithme qui est basé sur l'âge et sur 21 questions simples dont les réponses sont tout simplement en oui/non. Ces questions, elles sont formulées en langage naturel et facile à répondre pour les femmes elles-mêmes. Donc dans cet exemple, vous voyez une jeune fille de 18 ans qui souffre en fait de dysménorrhée sévère, aggravée, invalidante, avec une gêne pour les activités quotidiennes, une gêne pour marcher et finalement quelques douleurs au moment des rapports sexuels, mais qui n'entraînent pas une incapacité pour les rapports. Donc finalement, peu de symptômes associés, si ce n'est là, dans l'exemple, des diarrhées et des constipations. Là, vous avez maintenant une fois que les réponses sont obtenues, on peut prédire et l'algorithme vous donne tout simplement un pourcentage, une probabilité, ici 4%, donc extrêmement faible, mais aussi génère une appartenance à un groupe à risque. Ici, vous êtes dans un groupe à très faible risque d'endométriose, donc voici, l'algorithme est rassurant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'une endométriose. Alors dans cet autre exemple, il s'agit d'une femme de 27 ans qui a effectivement tous les signes pathognomoniques de l'endométriose douloureuse, donc dysménorrhée sévère, aggravée, des douleurs non menstruelles, des douleurs au rapport sexuel qui sont invalidantes, qui empêchent les rapports, qui sont positionnelles, des douleurs pour aller à la selle et des douleurs pour uriner. Donc ces symptômes sont tout à fait caractéristiques de l'endométriose et vous voyez que l'algorithme prédit finalement à 97% une chance, un risque d'être atteint de cette maladie. Alors l'algorithme, il est accessible de façon libre en ligne. Le rationnel du développement de l'algorithme DEVA, il est représenté par cette étude qui est très intéressante, qui est ancienne et qui montre que finalement les délais qui sont considérés comme longs, délais qui mesurent le début entre les symptômes et le diagnostic de la maladie endométriosique, en moyenne de plusieurs années, je dirais presque une dizaine d'années, ça remonte aux années 2004, donc attention, eh bien ce délai se décompose entre un délai qui est lié à la patiente elle-même, le fait d'attendre et de banaliser ses propres symptômes et de dire finalement je souffre de douleur, mais je considère ça comme normal. Ça s'explique effectivement par la fréquence des douleurs de règles, la fréquence des douleurs de rapports sexuels, leur banalité. Et puis il y a un deuxième délai qui est le délai à partir du moment où on va consulter un premier médecin
pour aller jusqu'au diagnostic, qui est la moitié finalement de ce délai, donc presque 10 ans. La moitié de ce délai est liée à l'errance médicale. Alors ce sont des données de 2004, il faut être prudent dans leur interprétation. Alors l'algorithme DEVA a été développé à partir d'une étude incluant des cas d'endométriose documentés chirurgicalement et confirmés histologiquement, endométriose moyenne à sévère, et des témoins issus à la fois de consultations pour symptômes gynécologiques, mais dont les examens ont prouvé l'absence d'endométriose, et aussi de témoins issus de la population générale, ce qui me semble toujours très important dans les études contrôlées de type diagnostic. Cet algorithme pourrait, l'utilisation de cet algorithme en médecine générale ou dans des cabinets de gynécologie de ville, pourrait éventuellement aider à une meilleure prescription de l'IRM qui deviendrait ainsi plus pertinente pour démontrer l'existence d'une endométriose, confirmer l'existence d'une endométriose. Dans l'état actuel de l'algorithme, celui-ci n'a jamais été utilisé chez les adolescentes et on ne peut pas forcément préjuger de ses résultats. Mais cet algorithme est intéressant et il suscite de l'intérêt, notamment auprès des associations de patientes, et il pourrait être une solution à la détection précoce, plus précoce, de l'endométriose chez les femmes dites jeunes adultes. Il y a cependant quelques limites qu'il faut bien préciser. J'allais dire qu'effectivement, il y a des limites que vous avez pu voir qui sont inscrites sur la slide. La vidéo est beaucoup plus longue. Vous allez la retrouver en intégralité sur le site EndoFrance et sur la chaîne YouTube EndoFrance une fois qu'on mettra tous les replays en ligne. Voilà, ce sera très intéressant d'ailleurs d'écouter quelles sont ces limites. Je te laisse la parole, Pietro. Non, mais je voulais rebondir sur le même concept. Yasmine, on a eu exactement la même idée, mais du coup, on voit bien comment les outils modernes peuvent nous faire avancer dans la connaissance et parfois optimiser le processus diagnostique. Mais on a une question très, très intéressante sur la présence de l'endométriose avant l'adolescence. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est possible? Un faux ou un tox? Je ne sais pas si c'est un faux ou un tox. Je veux dire, c'est qu'on a vu donc de l'endométriose après la ménopause, on a vu de l'endométriose dans des localisations complètement un petit peu improbables, des femmes qui font des crises d'épilepsie et qui en fait ont des métastases d'endométriose au niveau du cerveau. C'est quand même pas les choses donc les plus fréquentes. Et puis il y a effectivement aussi des nécropsies qui ont été faites chez des fœtus qui ont trouvé donc de l'endométriose, et cette fameuse théorie donc de l'hémorragie néonatale qui serait un signe précurseur de l'endométriose. Donc là, pour le moment, c'est des choses qui ont été publiées. Je pense qu'on en est au stade des constatations. Il n'y a aucune relation de cause à effet qui a été démontrée. Ces cas sont très, très rares. Je crois qu'il faut laisser les gens qui s'intéressent à ce domaine-là donc poursuivre donc leur recherche. Mais globalement, dans la très, très grande majorité des cas, 95% des cas, c'est une maladie de la période de l'activité génitale qui commence autour de la puberté et qui se termine donc avec la ménopause. Merci. Alors, il y a un autre outil qu'on voulait vous présenter qui s'appelle Luna. Alors, Luna Endoscore, c'est un score qui est inclus dans l'application Luna. Parmi toutes les fonctionnalités aujourd'hui, c'est la fonctionnalité majeure qui permet aux patientes en quelques clics, en répondant à un questionnaire bien précis, d'avoir un score d'endométriose de 0 à 100%.
et ensuite qui permet d'avoir des conseils en fonction de ce score. Ce score va être ensuite accompagné de beaucoup d'outils. Quelle est sa place dans le parcours diagnostique de l'endométriose? Il y a le fait de pouvoir répondre à des questions intimes sur son cycle menstruel, de savoir si son cycle menstruel est normal ou pathologique. S'il est pathologique, on propose un test, donc le Luna Endoscore, qui permet d'établir ce score-là. Et ensuite, ça permet immédiatement, en fonction de ce score, d'avoir un centre de dépistage, de rencontrer un professionnel de santé de premier recours qui permet d'étayer le diagnostic et ensuite d'avoir une orientation pronostique pour connaître les types d'endométriose. Quelles sont les questions posées? Les questions posées tournent d'abord sur le cycle menstruel, mais également des choses un petit peu plus précises sur les organes autour de l'utérus, donc la vessie, le rectum, les nerfs sciatiques et tout l'environnement du pelvis. Mais au-delà, tous les signes secondaires sont les ballonnements, les douleurs dans les épaules, les diarrhées, les constipations. Tous ces signes en fait qui permettent d'orienter non seulement sur une probabilité de cycle menstruel pathologique, d'endométriose, mais également de type d'endométriose. Qu'apporte-t-il aux femmes? Encore une fois, il apporte vraiment quelque chose qui est essentiel, c'est de pouvoir libérer la parole. Alors libérer la parole peut-être avec un outil digital, c'est un peu bizarre, mais ça permet de ne pas être jugé. Ça permet d'avoir un score diagnostique et ensuite ça permet aux patients de rentrer dans le parcours de soins, de colliger toutes leurs données, également tous leurs examens, pour que tout cela soit synthétiquement reporté au médecin qui va s'occuper de la patiente, afin que la relation médecin-malade soit améliorée, qu'il y ait une réduction des tâches administratives et une augmentation du temps médical qui est absolument nécessaire à cette pathologie. Qui peut prescrire le test Luna Endoscore? Alors d'abord, on peut se l'auto-prescrire, on peut en entendre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, LinkedIn, etc., dans tous les événements médicaux de plus en plus, mais ça peut être également prescrit par une infirmière scolaire, un médecin du travail, médecin à l'université, dans un centre de fertilité, mais également avant de prendre rendez-vous pour une suspicion d'endométriose, c'est ce qui est notre cas et ce qui permet aux patientes de préparer leur dossier finalement, puisque toutes les questions sont rentrées dans l'application, les examens, bientôt les traitements, et les patientes pourront rédiger en appuyant sur un seul clic, un seul bouton, un dossier synthétique qui pourra être transmis aux professionnels de santé. Donc aujourd'hui, ça s'adresse à toutes les femmes, mais également dans tous les milieux, et à partir du moment où on a un doute, puisque toute femme qui a des douleurs cycliques pendant le cycle menstruel peut avoir une endométriose jusqu'à preuve du contraire. Sur quelle base scientifique est fondé le test Luna Endoscore? Il s'agit d'un test qui a été mené sur une dizaine d'années à la PHP à l'hôpital Cochin. 2500 patientes ont eu une intervention chirurgicale du pelvis. La moitié ont eu une endométriose. Et en fait, on a comparé les questionnaires qui, de façon statistique, a permis de sortir une dizaine de questions avec des scores précis pour chaque question et qui aujourd'hui nous donne une corrélation avec le risque d'endométriose et avec l'intelligence artificielle qui est implémentée dans l'application qui demain va nous permettre aussi de déterminer le pronostic, le futur et le type d'endométriose. Alors, des outils qui peuvent vous aider donc au diagnostic d'Eva et Luna. On en parle sur notre site internet sur la page Les applis endo et douleur. Une dernière question, Pietro? Alors, on a reçu plusieurs questions autour des traitements qui provoquent une ménopause artificielle. Alors, on parle d'analogues en clair et on aimerait bien avoir plus d'informations. Est-ce que ces traitements peuvent être pris au long cours? Alors, je vais répondre à la question parce que c'est sur la partie plus traitement. C'est en effet une possibilité. Alors, le professeur Chaperon en a parlé aussi parfois comme un outil qu'on peut utiliser à visée diagnostique, c'est-à-dire vraiment pour essayer de faire la part des choses entre les douleurs qui seraient d'origine gynécologique et les autres, puisque toute douleur qui persisterait dans ce qu'on appelle ces ménopauses artificielles, on part du principe qu'elles sont très probablement pas d'origine gynécologique. C'est aussi un traitement qu'on est parfois amené à prescrire pour des patientes chez lesquelles, en fait, on a beaucoup de mal à trouver justement cette balance entre le bénéfice de nos traitements, la tolérance et des états douloureux qui se chronicident et pour lesquels vraiment c'est extrêmement compliqué. Il faut savoir que déjà, premièrement, ce n'est pas recommandé en première intention, donc ce sera forcément un traitement qu'on utilisera en cas d'échec de plusieurs traitements hormonaux qu'on aura essayé en fait avant, plutôt par des équipes qui connaissent bien et normalement,
pas au long cours, notamment parce que il y a des risques finalement d'avoir ces ménopauses artificielles, notamment donc sur l'os, dont on en a parlé. Avoir des œstrogènes, c'est très important pour avoir un os de qualité. Alors l'os, ça peut paraître comme ça hyper anecdotique quand on a mal, mais avoir un os ostéoporotique à un âge très jeune, ça prédispose à des tassements vertébraux à un âge très jeune, et les tassements vertébraux, ça fait très mal. Et pareil, on sait qu'il y a une augmentation du risque cardiovasculaire en lien avec les ménopauses précoces et le déficit en œstrogènes. Et donc, clairement, ce sont des traitements qu'on évitera le plus possible. Et s'ils sont amenés à être prescrits, on cherchera forcément une alternative, un relais à ces traitements. Ce n'est pas des traitements qui sont faits pour être utilisés au long cours. Alors, merci beaucoup. Peut-être une petite dernière question. Ménarge précoce, est-ce qu'elle influence l'âge de la ménopause? Est-ce que ménarge précoce est synonyme de plus de gravité de l'endométriose ou adénomiose? Ménarge précoce, on règle à 8 ans, 9 ans. Oui, après, précoce, c'est même, c'est un peu plus large, mais vraiment celles qui sont réglées avant l'âge de 10 ans, on est dans ce qu'on appelle la ménarge précoce. Il n'y a pas de, ça donne pas de ménopause précoce. Il n'y a pas du tout de lien, ça c'est sûr. Ménarge précoce et endométriose, c'est un peu discordant. Il y en a qui ont l'impression qu'en tout cas, ça prédispose plus volontiers à justement aux lésions d'endométriose. Alors un peu avec ce que disait le professeur Chapon, avec le nombre de cycles finalement auxquels on est exposé aux douleurs de règles. Moi, dans ce que j'avais regardé récemment, il n'y a pas de preuve vraiment significative, mais c'est quelque chose que nous, on a en tête et un peu ce que nous, on a l'impression cliniquement sur le fait qu'il puisse y avoir une association, mais ça n'a pas été montré dans les études. Je suis entièrement d'accord. Merci beaucoup. Alors, il y a encore beaucoup de questions, mais on ne pourra pas toutes les poser si on veut continuer sur le sujet. On va s'attaquer maintenant à la ménopause.